Il est vrai qu'actuellement, nous sommes en plein Daredevil Born Again. Ok. On est, en tout cas au moment où je tourne la vidéo, entre le chapitre 4 et le 5e. Ok, donc on vient de voir, attention, spoiler, le Punisher. Ok, tout va bien. Le fait est qu'à la base, la série Daredevil Born Again aurait été bien différente. On le voit, les acteurs en parlent, les producteurs en parlent, les réals en parlent. Oui, il y a bel et bien eu une refonte, il y a eu une modification. On a pris quelqu'un qui a notamment travaillé sur le Punisher pour travailler sur la série ici, en tout cas en tant que showrunner. Bref, la série aujourd'hui ressemble un petit peu plus à ce qu'était la série sur Netflix. Et c'est vrai qu'actuellement, on parle souvent du point de vue de Disney en disant, bon bah voilà ce qui est aujourd'hui, voilà ce que nous aurons plus tard, mais quel est le point de vue de Netflix sur la question? Parce qu'en gros, le média qui a servi de base aujourd'hui eh bien, aux Defenders, on va dire Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist, le Punisher aussi, hein, même s'il ne fait pas partie des Defenders, mais ces personnages-là, et donc Daredevil, qu'en pense eh bien, ce côté-là? Comment s'est passée, on va dire, la relation entre Disney et Netflix? Parce que je vous rappelle que, en gros, donc, Netflix a eu les droits d'exploitation pour des séries pour les Defenders, en tout cas pour certains personnages, tout en essayant de se connecter légèrement à l'univers du MCU. On a eu pas mal de références, que ce soit par rapport à Thor, au gros monstre vert, donc Hulk. On sait que dans Luke Cage, notamment, on te parle de Hammer Industries, qui fait référence évidemment à Justin Hammer. Bref, on a tous ces petits points-là qui essayaient de se connecter avec le MCU que nous connaissons, mais tout en restant de leur côté. Donc, est-ce que c'était canon, oui ou non? Bon, bah, aujourd'hui, on voit que oui, mais à la base, on va dire que ça ne l'était pas, mais peut-être que Netflix aurait aimé, peut-être, utiliser les personnages comme le fait Disney actuellement avec Disney+. Parce qu'au moment où Netflix est sorti, Disney+, n'existait pas, et au moment où Daredevil a été développé, pareil, ça n'existait pas, il n'y avait pas de Disney+. Alors peut-être que c'était envisagé, notamment par rapport à l'émergence des plateformes de streaming, mais en même temps, ils n'ont rien fait. Jusqu'à 2000, en tout cas en France, 2020, si je ne dis pas de bêtises. Peut-être que c'est arrivé en 2019 aux États-Unis, je ne me souviens plus exactement, mais bref, en tout cas, voilà ce qu'on sait. Voilà ce qu'on sait, mais le point de vue de Netflix doit être pris en compte aussi. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que, alors il me faut le nom. Ted Sarandos, qui est une... Je me demande si ce n'est pas le PDG de Netflix, qui a accordé un entretien à Variety en parlant, évidemment, des projets Netflix, hein, qui parlent de la fin de Stranger Things, etc. Mais surtout, il parle de Marvel. De la collaboration en fait qui a existé un temps, qui n'existe plus aujourd'hui, et comment est-ce qu'il voit le projet aujourd'hui, et bah, lisons tout ça. Netflix, donc ce qui est en noir, enfin en tout cas en foncé, en tout cas en gras, c'est la question du journaliste, et ce qui est en classique, entre guillemets, c'est la réponse. Netflix a fait une entrée remarquée dans le secteur des contenus originaux avec House of Cards en 2013, mais vous n'avez commencé à produire des films originaux qui ont fait bouger les choses qu'il y a seulement 10 ans avec Beast of No Nation. Êtes-vous surpris de la rapidité avec laquelle l'industrie a adopté le streaming depuis? Vous allez me dire quel rapport avec Marvel? On va y venir. Et il a répondu avec le recul, nous avons innové en matière de distribution. Certaines innovations de nos débuts sont restées discrètes, tandis que d'autres ont pris une ampleur inédite. Et tel que, voilà la question du journaliste, comme l'idée que House of Cards a été le plus gros contrat jamais signé en termes de contenu, notre contrat avec Marvel en 2013 a été de loin le plus important de l'histoire de la télévision. C'est lui qui le dit. Personne n'y touchera jamais, nous nous sommes engagés sur 5 saisons originales sans pilote, 13 épisodes coûteux pour chaque série centrée sur un personnage. Alors quelles sont ces 5 saisons, pour le coup, enfin 5 séries? Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist, Luke Cage, évidemment. Après, est-ce qu'il parle du Punisher ou de Defenders? Je pense qu'il parle du Punisher. Je pense. Bref, en tout cas, et une saison crossover. C'est bien ça. Donc la saison crossover, c'est Defenders. Au final, nous avons beaucoup appris sur le monde du divertissement grâce à ce contrat.
vous allez voir que par la suite, c'est extrêmement intéressant ce qu'il nous propose. Ce contrat comprenait Daredevil, Jessica Jones et Luke Cage. Pensez-vous que les séries télévisées produites par Marvel pour Disney+ sont un succès? Et il dit, je pense que oui, enfin je ne sais pas, car il ne publie aucun chiffre. Alors, ça c'est extrêmement intéressant parce que c'est un sujet de savoir si une série fonctionne ou non. C'est-à-dire que quand on va voir un film au cinéma, on a le box-office, on voit le budget, on se dit bon bah il faut tant de sous pour que le film soit rentable, et s'il est rentable, bon, ça marche. S'il ne l'est pas, c'est un flop, d'accord? Là, pour le coup, pour une série, on ne sait pas vraiment parce qu'on n'a pas de calcul. Est-ce que c'est par rapport aux minutes visionnées? Est-ce que c'est par rapport au nombre de visionnages entiers de la série qui compterait comme une vue? Est-ce que c'est en lien peut-être avec les abonnements qui rapportent des pubs ou ce genre de choses? C'est très 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 compliqué de savoir, voire impossible. En fait, la seule manière de savoir si un projet fonctionne ou non, c'est de voir si, admettons c'est une série, si ça a une suite. Alors pour Marvel, c'est un peu différent parce qu'il y a des stand-alone, entre guillemets, par exemple Echo, peut-être que ça a bien marché, mais une saison 2 n'est pas prévue, je pense. Et je ne sais même pas si ça a marché parce que Disney ne communique que très très peu les chiffres. Après, il faut aussi reconnaître que Netflix, ils font un petit peu ce qu'ils veulent aussi de leur côté. C'est-à-dire que, bah, pareil, ils ne vont pas communiquer les chiffres d'une série qui ne marche pas. Au lieu de faire ça, bon, bah, par exemple, je prends je prends l'exemple de Chaos, qui est sorti, je crois, l'année dernière, qui a été annulé au bout d'une saison. Pourquoi est-ce que ça a été annulé? Parce que ça n'a peut-être pas fonctionné. Alors, on ne connaît pas, justement, l'échelle, le seuil de fonctionnabilité, entre guillemets, mais en tout cas, on comprend que bah, la série n'a pas, on va dire, atteint un certain niveau qui aurait pu produire, possiblement envisager une saison 2, et donc vu que ça n'a pas atteint ce niveau, boum, dès le début, on l'annule. Et en plus, ça a été annulé pas très longtemps après la sortie de la série. Donc c'est comme ça qu'on voit qu'une série ne fonctionne pas. Alors que pour Disney+, c'est un petit peu plus compliqué. De temps en temps, Netflix propose des chiffres, mais ça dépend. Donc c'est aussi... c'est un peu un sujet particulier, ça. Pour nos émissions, donc pour nos séries, nous étions confrontés à l'ancien système télévisuel Marvel. Aujourd'hui, on a Marvel Télévision. Mais à l'époque, c'était vraiment différent. Je me rappelle qu'il y avait Inhumains. Vous vous souvenez du film qui avait été annoncé, Inhumans, là, qui devait sortir, je crois, en 2018, entre les deux films Avengers. Il y avait Captain Marvel et Inhumans. Finalement, Inhumans a été supprimé et ils ont rajouté Ant-Man et la Guêpe. Ok, vous vous en souvenez peut-être. Et en gros, c'est pas que ça a été annulé ou supprimé, c'est que ça a été modifié pour devenir une série qui n'était pas vraiment canon avec le MCU, quoique, on ne sait pas vraiment. Et ça a été un bide monumental. Voilà, tout le monde se souvient de Inhumans pour être une série toute pourrie. Mais en fait, le truc, c'est que donc on avait deux divisions. On avait Marvel Studios et il y avait la télévision. Je ne sais plus, Marvel TV, je ne sais plus comment ça s'appelait. Peut-être Marvel Télévision pour le coup. Mais aujourd'hui, il y a une refonte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait partie du même univers. Avant, t'avais Agent of S.H.I.E.L.D., t'avais Runaways, t'avais cette série-là, t'avais Cloak and Dagger, t'avais plein de séries qui n'étaient pas connectées avec le MCU, mais qui peut-être essayaient de, on va dire, concurrencer notamment les séries CW. Ok? Là, aujourd'hui, on voit Kevin Feige, il a dit non, c'est bon, on arrête ça, toi, t'es viré, et on va gérer tout en même temps. Et donc, voilà. Ça, il faut aussi prendre en compte qu'il y avait un ancien système télévisuel. Aujourd'hui, ça a totalement changé. Donc, un ancien système télévisuel qui fonctionnait indépendamment chez Disney. Ils étaient économes. Chaque fois que nous voulions agrandir ou améliorer nos séries, nous devions les harceler. Nos motivations n'étaient pas les mêmes. Nous voulions faire de la bonne télévision. Eux voulaient gagner de l'argent. Je pensais que nous pourrions gagner de l'argent avec une bonne télévision. En gros, c'est que, selon eux, Netflix voulait, en fait, juste plus de possibilités, essayer de... Alors, peut-être de prendre tel ou tel perso pour ajouter dans la... Sauf que ça coûtait peut-être un petit peu trop cher. Et donc, Disney disait, non, c'est pas la peine. Qu'avez-vous appris de cette expérience, pardon? Il faut travailler avec des gens qui ont les motivations... dont les motivations, pardon, sont les mêmes que les vôtres. Quand on produit pour vous, on essaie de produire au moindre coût. Moi, je cherche à faire le meilleur. C'est une leçon que j'apprends toujours. En tant que producteur, Marvel gardait tout ce qu'il ne dépensait pas. Donc, chaque fois qu'on voulait ajouter quelque chose à la série pour l'améliorer, c'était la bagarre générale. Donc, on voit que, évidemment, travailler avec Disney, c'était bien compliqué. En gros, Disney ne lâchait pas les thunes. En gros, c'est ça. C'est ne lâchez pas les thunes. Après, encore une fois, c'est le point de vue de Netflix. On ne sait pas comment ça se passait du côté de Disney, mais en vrai,
Ça ne m'étonne pas trop que Disney essaye de faire de l'argent, c'est le principe même de la boîte. Pourquoi? Regardez les films qui sortent cette année. Zootopie 2, Lilo et Stitch, un remake live action. Là, il y a eu Blanche-Neige, un remake live action. Qu'est-ce qu'on va avoir? Daredevil, c'est la suite d'une série. On va avoir Ironheart, bon, ça c'était plus voulu dans l'ancienne direction, mais ils le continuent quand même. On va avoir les 4 Fantastiques, ils espèrent faire quelque chose de bien et d'avoir des sous derrière. Oui, il y a une volonté de raconter des histoires, mais on reste quand même un studio et ça reste Disney. D'accord? L'année dernière, Disney, ils ont transformé une série sur Disney+, en film, Vaiana 2. Et ça a fait le milliard. Donc forcément, pourquoi est-ce qu'ils l'ont transformé? Parce que ça n'allait pas rapporter d'argent sur Disney+. Donc ils se sont dit, bon bah vous me transformez ça, et aujourd'hui, bon bah ça a été plus que rentable. Alors le budget a supposément été colossal, hein, puisque bah, y avait déjà le budget de la série, mais après, bon bah vous me reprenez tout ça et on recommence. Donc forcément, ça a un coût. Mais voilà, il faut aussi partir de ce principe-là. Ok? Faut revenir aussi là-dessus. En tout cas, je ne sais pas ce que vous pensez de tout ça. Moi, j'ai trop aimé vous parler de ça. En fait, le truc, c'est que j'adore parler de tout ce qui englobe l'économie. Alors, je suis pas forcément très fort là-dessus. J'ai pas les notions, les termes techniques ou ce genre de choses, mais de voir comment est-ce que les studios essayent de gagner de l'argent, comme on avait fait notamment sur l'article de Forbes, où on avait vu que finalement Ant-Man et la Guêpe Quantumania était rentable parce qu'il avait été tourné en Grande-Bretagne et qu'en Grande-Bretagne, si t'atteins pas un certain niveau de ton budget, bah finalement, en fait, t'es remboursé à 25% de ton budget, donc ce qui est énorme en soi. Enfin bref, il y a quand même des petites choses comme ça et je trouve ça hyper intéressant même d'analyser le box-office, donc j'espère que vous aimez ce genre de vidéos. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, évidemment. N'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Il va y avoir quand même pas mal de vidéos ces prochaines heures peut-être, donc n'hésitez pas à rester ici et à kiffer. Quel ringard, j'ai dit le mot kiffer, on est en 2025. C'est bon, c'est bon. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent devant cette vidéo. N'hésitez donc pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été là et on se retrouve d'ici quelques temps. Moi, je vois quelque chose de très intéressant, très sympathique et c'est cool.